Je remercie le Conseil d'État pour le grand honneur qu'ils me font en m'invitant à présider cette première table ronde et à prendre place dans un fauteuil dont je me sens tout à fait indigne, mais que j'occupe très provisoirement. Le thème de notre première table ronde est intitulé « Nouvelles professions de santé et exercices nouveaux des professions ». Je crois ce thème particulièrement bienvenu parce qu'il a fait l'objet depuis 10 ou 15 ans, vous le rappeliez à l'instant, l'objet d'une évolution à petits pas, et chacun de ces petits pas pouvait sur le moment passer relativement inaperçu. Et puis de petits pas en petits pas, on a fini par parcourir une distance considérable, et il était assurément nécessaire de faire le point de cette évolution. Car cette évolution me semble avoir une cohérence, du moins quand on prend du recul. Cette cohérence, elle est bien sûr celle que vous rappeliez à l'instant, de la désertification médicale, mais je pense qu'elle a aussi, vous l'évoquiez également, un fondement dans la notion même de système de santé, inaugurée par la loi de 2002 que le président Tabuteau connaît comme personne, et dans la notion plus récente de parcours de santé. Pour en parler, nous entendrons 3 orateurs éminents, dont vous trouverez les biographies dans le document qui vous a été remis. Manière pour moi de dire, de les prier de m'excuser si je ne la rappelle pas ici. Nous entendrons successivement M. Lionel Collet, M. Michel Laforcade et Mme Anne-Laure Rousseau. Je donne immédiatement la parole à M. Lionel Collet. Le programme indique, monsieur, que vous êtes conseiller d'État, rapporteur à la section sociale, ce que vous êtes assurément, mais chacun sait que vous êtes aussi médecin. Je vous en prie. Merci, monsieur. D'abord, je voudrais également remercier les organisateurs pour me faire le grand honneur d'intervenir à ce colloque. Donc, le cadre a été très clairement donné. Et ce que je vous propose, puisqu'il a été dit qu'il y a eu des progrès par petits pas, d'examiner ce qui se passe en termes de petits pas sur ces nouvelles professions de santé. D'abord, le concept de nouvelles professions de santé a donné lieu à de nombreux rapports. Là, c'est juste pour vous montrer 4 rapports confiés notamment au professeur Yvon Berland, où il est question de délégation de tâches, où il est question de coopération, tous les sujets qui seront ceux de notre table ronde. Il y a eu également la HAS qui s'est exprimée en 2008 sur la délégation de tâches, sur les transferts, sur les nouveaux métiers. Et on retrouve les assises, en l'occurrence hospitalo-universitaires, sur le nouveau CHU en 2008, qui avait une séance consacrée aux nouveaux métiers. On peut ajouter un rapport d'information du Sénat en 2014, sur lequel je reviendrai, ou une contribution récente du HCAM à la stratégie de transformation du système de santé qui évoque la question des nouveaux métiers. Alors tout part de faits établis, d'un constat commun qui a été évoqué déjà tout à l'heure, c'est que le médecin, de par d'abord la loi, et on va le retrouver dans la réglementation, a une compétence générale définie par l'article R412770 du Code de la santé publique qui indique que tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. La seule limitation à la compétence du médecin, ce sont ses propres compétences et son éthique. Sauf que nous allons voir qu'en réalité, tout médecin ne veut pas tout pratiquer, alors que c'était le cas à l'époque ancienne où je commençais mes études de médecine, c'est-à-dire au siècle dernier. Si, en parallèle, il y a les non-médecins, et les non-médecins ont des compétences limitées à leur champ. Je ne reprendrai pas tout cela. Et puis enfin, il y a une réalité qui a été évoquée par le président Lasserre, qui est l'accès aux soins, c'est-à-dire la diminution de la densité médicale, avec une figure que tout le monde connaît, qui est celle de l'évolution du numerus clausus, qui était à près de 9000 dans les années 70, pour descendre à 3500 au milieu des années 90, et qui est de nouveau à 9000. Et quand on prend en compte le temps de formation du médecin, qui est d'une dizaine d'années, on comprend qu'il y a de facto eu une diminution de la densité médicale.
à laquelle s'est ajoutée une diminution du temps médical par médecin pour des raisons de l'évolution, on va dire, des générations, des mentalités sur l'exercice professionnel en général, qui conduit à ce qu'il y a une réelle diminution de la densité et du temps médical à offrir à la population. Alors, ça conduit à se poser la question, quelle est l'adéquation avec les besoins en santé de la population? Si nous reprenons simplement le Sénat et son rapport d'information de 2014, un des chapitres s'intitulait « Une nécessaire évolution des métiers de la santé », et en précisant que les modalités actuelles de répartition des compétences étaient une hiérarchie rigide et inadaptée aux défis du système de santé. En d'autres termes, nous sommes dans un système médico-centré et dans lequel se pose réellement la question des compétences qui doivent être partagées par des médecins et des non-médecins. Alors, face à ce constat, l'ensemble des rapports donne deux grandes pistes d'évolution. D'une part, la création de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences pour des professions déjà existantes, voire les deux, et d'autre part, celle de coopération professionnelle. Et quand j'ai dit « et équipe de soins », ce n'est pas la coopération avec les équipes de soins, c'est la constitution d'équipes de soins et sortir du colloque singulier tel qu'était la pratique médicale jusqu'à, on va dire, dans les années 70-80 pour encourager effectivement le travail en coopération. Alors, nous allons d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2020. En d'autres termes, si nous regardons les nouveaux métiers et les métiers, qu'est-ce qui a changé? Prenons simplement d'abord le Code de la santé publique. Et vous voyez dans la 4e partie des professions de santé, en jaune, ce qui correspond à des métiers, des professions de santé qui sont aujourd'hui présentes en 2020 dans le Code et qui n'étaient pas en 2000. Vous avez la profession de physicien médical, vous avez l'exercice en pratique avancée pour les auxiliaires médicaux, et enfin, les assistants dentaires sont entrés dans le Code de la santé publique entre 2000 et 2020, mais je reviendrai sur ce point. 3 professions sont donc entrées au titre de la 4e partie. Mais si nous regardons la première partie du Code de la santé publique, la partie protection générale de la santé, eh bien, la profession de conseiller en génétique est également apparue pendant cette période 2000-2020. Mais il y a aussi des métiers relatifs à la santé qui ne sont pas dans le Code de la santé publique et qui pourtant ont fait l'objet de textes législatifs. Premier lieu, la loi du 4 mars 2002, connaît bien effectivement le président Tabuteau, et qui a reconnu l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur. Nous ne sommes pas en présence de professions de santé inscrites dans le Code de la santé publique, mais de métiers de santé qui sont devenus légaux, plus exactement dont l'usage du titre est devenu réservé, et 2 décrets ont précisé les actes et les conditions d'exercice de ces 2 professions. De même, l'usage de titre de psychothérapeute est réservé depuis la loi de 9 août 2004 à des professionnels inscrits à un registre. Et donc, là encore, le psychothérapeute n'est pas une profession de santé au sens qui est absent du Code de la santé publique et notamment de la 4e partie. Et plus récemment, ce sont les assistants médicaux qui ont été annoncés dans le cadre du plan Ma Santé 2022, inscrits dans la LFSS pour 2019, qui prévoit que les conventions doivent déterminer les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnel salarié intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne. Et cela aboutit à ce que dans la Convention, donc l'avenant 7 à la Convention de 2016, le premier article est consacré à l'aide au déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux. Les assistants médicaux ne sont pas dans le Code de la santé publique. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, bien, en 2000 et 2020, que de nouveaux métiers? Eh bien, la question, c'est, y a-t-il ne serait-ce qu'un seul nouveau métier entre 2000 et 2020, ou plus exactement, des métiers qui apparaissent dans le Code de la santé publique ou par l'usage réservé du titre, et voire l'inscription dans la Convention. Nous allons prendre que quelques exemples. Le physicien médical, la profession est créée par une ordonnance de janvier 2017. Sauf que le premier radiophysicien en France, c'était en 1953 à l'Institut Gustave-Roussy. Et que, progressivement, cela s'est développé pour devenir un physicien médical avec des missions en radiothérapie, en médecine nucléaire, en radiologie. Et lorsqu'on examine, si vous regardez le livre blanc de la radiothérapie en France de 2013, il était proposé une reconnaissance de ce métier comme profession de santé en disant que c'était nécessaire, eu égard à leur mission et à leur intégration dans les services de soins. De même, le plan cancer 2014-2019 avait parmi ses propositions reconnaître pleinement la profession de radiophysicien
en tant que profession de santé en prenant des mesures d'ordre réglementaire dans le Code de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'une création des novo, mais d'une reconnaissance d'un métier et de son inscription dans le Code de la santé publique au titre des professions de santé. Encore plus topique, l'assistant dentaire. L'assistant dentaire est entré dans le Code de la santé publique via la loi du 26 janvier 2016, la loi Marisol Touraine. Or, en fait, déjà la convention collective des chirurgiens des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 prévoyait les assistants dentaires. Et si nous allons plus loin, cette loi qu'il introduit dans le Code de la santé publique, l'amendement parlementaire, dans son exposé sommaire, note « Il est proposé d'insérer clairement les assistants dentaires au sein des professionnels de santé ». Donc ce n'est pas une création du métier d'assistant dentaire, c'est là encore une reconnaissance des assistants dentaires et comme profession de santé inscrit dans le Code de la santé publique. Alors il y a un point un peu différent, un métier différent, qui est l'exercice en pratique avancée, créé par la loi également Marisol Touraine et qui a été souhaité dans le cadre du plan cancer 2014-2019. Ce plan cancer, une de ses actions était de créer le métier d'infirmier clinicien et le déployer prioritairement dans le champ de la cancérologie. Et de là, cela a donné non pas l'infirmier en pratique avancée, mais l'auxiliaire médical en pratique avancée, car l'article de loi prévoit que ce sont les auxiliaires médicaux qui peuvent exercer en pratique avancée, même si à ce jour, seuls des décrets relatifs aux infirmiers en pratique avancée ont été publiés. Et ces auxiliaires médicaux en pratique avancée, parmi leurs attributions, il y a celle de la possibilité, vous le voyez en jaune, de prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. C'est dire que c'est une compétence typiquement médicale que celle de l'acte de prescription et que peuvent, de manière encadrée, réaliser des auxiliaires médicaux pour peu qu'elles soient devenues auxiliaires médicaux en pratique avancée. Alors, en même temps qu'on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de métier nouveau, qu'il y a des reconnaissances de métiers, il y a eu en réalité une augmentation des compétences des professionnels de santé non médecins. Et cela a été cité tout à l'heure. Nous n'allons prendre qu'un seul exemple, les infirmiers. Et regardez sur 20 ans l'évolution d'un seul article, qui est le L4311-1, qui est l'article qui va énoncer les compétences des infirmiers. Vous voyez que c'est la loi de 2007, la LFSS pour 2008, qui a permis aux infirmiers d'effectuer certaines vaccinations sans prescription médicale. Nous sommes en 2008. Que c'est la loi HPST de 2009 qui les a autorisés à renouveler des prescriptions datant de moins d'un an de médicaments contraceptifs oraux. Que c'est la loi de juillet dernier, de 2019, qui a prévu, dans le cadre de protocoles d'un exercice coordonné, que les infirmiers soient autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Et c'est également la LFSS pour 2007 qui a prévu une liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients. Enfin, c'est à la fois la loi Marisol Touraine et, pour simplifier, la loi Agnès Buzyn qui ont permis respectivement que les infirmiers puissent prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative. C'est dire que c'est vraiment par petites touches successives que les compétences se sont accrues des infirmiers durant ces 20 dernières années. Mais nous allons rentrer dans un seul détail réglementaire, la grippe. En France, environ 2 à 8 millions de personnes sont contaminées par le virus de la grippe saisonnière chaque année, ce qui aboutit à une surmortalité qui est quand même de l'ordre de 10 000 à 15 000 personnes par an. Et si on regarde bien cet article dont je vous ai parlé de la LFSS pour 2008, elle autorise l'infirmier à certaines vaccinations sans prescription médicale. Mais le premier décret, qui a été le décret de 2008, dispose que l'infirmier est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal à l'exception de la première injection. C'est-à-dire que la première injection restait un acte médical non partagé avec l'infirmier. Et il faudra attendre 10 ans que le rapport de la Haute Autorité de Santé sur l'extension des compétences des professionnels de santé en matière de vaccination énonce « il n'y a pas de risque particulier associé à l'injection de la première dose par rapport aux doses ultérieures » pour permettre qu'un nouveau décret du 25 septembre 2018 supprime à l'exception de la première injection et permette ainsi à tout infirmier de vacciner contre la grippe dès la première injection. C'est dire la progressivité, malgré tout, de mise en place, et je terminerai sur ce thème tout à l'heure. Enfin, alors que les compétences sont augmentées des professionnels de santé, cette fameuse clause de compétence générale des médecins, elle a été écornée.
elle a été cornée sous la forme simplement d'une diminution de la compétence générale des médecins. Tout médecin ne peut plus pratiquer, ne peut plus prescrire tous les produits de santé tels qu'il pouvait le faire il y a encore 30 ou 40 ans. Alors d'abord, il y a l'article R5121-77 relatif, je veux dire, aux médicaments soumis à prescription restreinte. Et parmi ces médicaments, il y a des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes. C'est-à-dire que des médicaments qui ne peuvent pas être prescrits par un médecin généraliste, qui sont, comme on le sait, des médecins spécialistes en médecine générale. Mais pour dire, seuls certains médecins spécialistes peuvent prescrire certains médicaments. Alors, si nous allons plus loin sur cette question, il est écrit que ces médicaments à prescription réservés à certains médecins spécialistes, ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation ou un autre motif de santé publique. En d'autres termes, il y a une considération de santé publique qui considère que le maniement de ce produit, pour des raisons d'efficacité, d'adaptation de posologie, mais aussi éventuellement des fins indésirables, doit être réservé à ceux qui ont la formation la plus poussée dans ce domaine précis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur la prescription initiale. Eh bien, dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de médicaments où seule la primo-prescription doit être par le spécialiste, et ensuite, tout médecin peut se permettre de prescrire de nouveaux produits. Ce qui ressemble quand même à ce qui avait été évoqué, je le rappelle, pour les infirmiers, puisque la primo-injection devait être médicale, et c'est de la vaccination contre la grippe, la primo-vaccination, et pas les vaccinations suivantes. Alors, les exemples de médicaments à usage réservé, certains antipsychotiques, seuls peuvent prescrire des psychiatres, des neurologues, voire des gériatres, des bronchodilatateurs ou les chimiothérapies en forme orale. Il en est de même pour des dispositifs médicaux. Il y en a qui sont à prescription réservée. Prenons dans le cadre du traitement de l'apnée du sommeil, il y a un traitement, un dispositif médical qui s'appelle la pression positive continue. Eh bien, il ne peut être prescrit que par un spécialiste, pneumologue, ou par d'autres médecins, mais qui ont suivi une formation spécialisée en troubles du sommeil. Mais tout généraliste ne peut pas prescrire un appareil de pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil. Plus récemment, la prescription d'une aide auditive. Et ça, c'est l'arrêté de 2018. Jusqu'à ce jour, tout médecin peut prescrire une aide auditive. Or, ce que dit cet arrêté, c'est que pour un adulte ou un enfant de plus de 6 ans, la primo-prescription doit être réalisée par un médecin otorhinolaryngologiste. Ou alors par un généraliste, mais qui aura montré une compétence et qui aura été reconnu dans un domaine dit de l'otologie médicale. En revanche, le renouvellement de la prescription peut être réalisé par tout médecin. Alors, ce texte devait entrer en application au 1er janvier dernier. Il est repoussé au 1er septembre prochain parce que la formation proposée aux généralistes n'a pas encore été mise en place. Mais si on regarde bien, c'est simplement, on dit, il faut le spécialiste pour la première prescription pour le plus de 6 ans. Mais pour le moins de 6 ans, eh bien, non seulement il faut pour la première prescription un ORL, mais il faut qu'il ait été formé en audiophonologie infantile. C'est-à-dire que ce n'est pas le spécialiste qui a le droit à la prescription, c'est le surspécialiste. C'est-à-dire que, et c'est seulement au renouvellement que le spécialiste pourra prescrire un renouvellement. Donc nous sommes dans des cas quasiment extrêmes où la spécialité ne suffit pas pour prescrire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pour conclure, le tableau il est simple. Pas réellement de nouveaux métiers, en revanche, des compétences accrues pour les non-médecins et un encadrement plus serré, voire des diminutions de la compétence générale des médecins. Alors, quel est l'avenir? En 2 diapositives. Lorsqu'on demande aux médecins généralistes, c'est un sondage du journal Le Généraliste de novembre dernier, êtes-vous favorable à la délégation de tâches à d'autres professions de santé pour retrouver du temps médical? La question elle est claire. C'est est-ce qu'en gros, les actes qui peuvent être réalisés par d'autres que des médecins, vous êtes favorable à ce qu'ils le réalisent pour que vous puissiez, vous, avoir des fonctions plus médicales? Bien, le sondage il est clair aussi, 47% disent non et 40% disent oui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on analyse en fonction de l'âge du généraliste. Lorsque le généraliste a plus de 40 ans, dans plus de 50% des cas, il est hostile au transfert de tâches, ou à la délégation de tâches, donc aux compétences partagées. En revanche, lorsqu'il a moins de 40 ans, il est majoritairement favorable. Très clairement, vous voyez, avec 58%. Ce qui veut dire que l'évolution dans laquelle nous allons est une évolution naturelle, me semble-t-il, puisque la question avait été posée par le président Lasserre
sur les pouvoirs publics de s'appuyer effectivement sur une génération qui souhaite travailler en coopération avec d'autres professionnels qui auront des compétences plus élargies. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur, pour ce rapport extrêmement riche et extrêmement synthétique qui montre que, comme le disait le président Lasserre, la notion de profession de santé a beaucoup perdu de sa cohérence et qui m'amenait aussi, en vous écoutant, à m'interroger sur la cohérence du plan du Code de la santé publique, refait il y a 20 ans, mais qui aurait probablement besoin de beaucoup plus qu'une toilette aujourd'hui. Je donne immédiatement la parole à M. Michel Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord à mon tour remercier chaleureusement le Conseil d'État de m'avoir invité. C'est pour moi effectivement un grand honneur et un plaisir. Ce sera pour moi l'occasion d'apporter un témoignage de terrain d'un fonctionnaire au niveau régional qui tente avec des fortunes diverses de réguler le système de santé de sa région et qui tente là aussi avec des fortunes diverses d'accompagner, voire de temps en temps d'impulser certaines évolutions des métiers de santé. Je vous propose donc une intervention en 3 points. Le premier point, je vous propose d'évoquer, ça a déjà été fait par plusieurs, je vous propose d'évoquer l'environnement qui est le nôtre en matière idéologique, en matière culturelle, l'environnement dans lequel ces évolutions se présentent devant nous. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer des signes encourageants, me semble-t-il, de changement qu'on observe sur le terrain plus souvent que naguère. Et enfin, je voudrais terminer par quelques pistes d'évolution qui me paraissent souhaitables, en tout cas que j'aurais envie d'appeler de mes vœux. Le premier point, donc, quels sont à la fois les changements et les permanences dans l'environnement culturel, sociétal, idéologique du monde de la santé. À la fois des permanences et de temps en temps quelques ruptures. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est une forme d'hédonisme ambiant de la part des professionnels. En tout cas, le travail ne représente plus du tout la même image que pour les générations précédentes. Nous savons en particulier que la recherche de la qualité de vie chez les professionnels de santé, comme dans l'ensemble de la société, sans aucun jugement de valeur, est de plus en plus importante. Donc, le temps disponible n'est plus le même qu'il y a quelques années. Le deuxième point, je voudrais évoquer la dimension historique et culturelle, en faisant référence à 2 auteurs qui me sont chers, que je relis régulièrement, à la fois Georges Canguilhem, le philosophe, et Didier Tabuteau, pour nous expliquer ce que sont à la fois les pesanteurs, les forces et les limites de l'histoire. Quand ils disent que la santé est le seul grand secteur de l'action publique qui n'a pas été construit par l'État, si ce n'est tout à fait récemment, c'est effectivement une pesanteur de l'histoire qui est en train de changer, mais qui est vraiment présente et qui est au cœur des politiques publiques à l'heure actuelle. Allant jusqu'à dire, je pense à M. Tabuteau, que implicitement, la régulation du système de santé a été transférée aux professions de santé et en partie aux médecins eux-mêmes. Encore une fois, les choses évoluent, mais cette pesanteur de l'histoire, nous la croisons tous les jours. Je voudrais évoquer aussi, au titre de quelques changements, ces problèmes démographiques récents
qui font que la loi de l'offre et de la demande s'est globalement inversée. Les professionnels de santé, en particulier les médecins, trouvent des postes à l'hôpital à peu près où ils le souhaitent, et les médecins généralistes peuvent s'installer sans aucun danger pour l'équilibre financier de leurs comptes à peu près partout dans notre pays. Ce qui veut dire que cette loi de l'offre et de la demande, pour l'instant, et en ce moment en tout cas, est plus favorable aux demandeurs qu'aux offreurs. À l'inverse, on observe que ces relatives difficultés démographiques font que sur les territoires, nécessité fait loi, notamment en matière de coopération, de délégation de tâches, confère l'avant-dernière diapositive qui nous a été présentée. Les médecins qui n'ont pas toujours été d'un enthousiasme débordant pour les délégations de tâches, phénomène de génération et phénomène démographique, sont de plus en plus allants sur cette question-là. Quand on est tout seul dans un ancien chef-lieu de canton de la Creuse, on n'a plus trop le choix. La délégation de tâches, au moins de fait, est une pratique beaucoup plus présente. Je voudrais enfin évoquer le numerus clausus pour me réjouir, comme tout le monde, que ce numerus clausus ait été récemment et à plusieurs reprises augmenté, mais pour rappeler en même temps que l'histoire est un peu cruelle et que cette histoire un peu cruelle devrait nous servir de leçon, le fait que pendant quelques décennies, à la fois les pouvoirs publics et les professionnels se soient implicitement ou explicitement entendus pour que ce numerus clausus soit malthusien, nous crée à l'heure actuelle beaucoup de difficultés. En matière de restructuration, ce n'est pas tant la volonté de l'ARS ici ou là de supprimer des postes, de supprimer des services, de supprimer des activités qui est la cause de la restructuration, c'est le plus souvent la démographie médicale qui en est la cause. Ce qui veut dire que le facteur qui explique ces fermetures de services n'est pas forcément toujours le meilleur. Il y a bien des endroits où nous souhaiterions maintenir des services, mais la démographie médicale est telle que nous sommes obligés de les supprimer. Et en même temps, cette augmentation substantielle du numerus clausus ne produira pas d'effet tout de suite, non seulement du fait du temps, de l'inertie liée aux formations médicales, mais parce qu'encore une fois, à la sortie de ces formations, le temps médical disponible ne sera plus le même que celui des générations précédentes. Deuxième point, des signes encourageants d'évolution de ces métiers. J'ai presque envie de dire que les plaques tectoniques bougent dans bien des endroits, et tout ceci est encourageant, notamment grâce au phénomène de génération qui a déjà été évoqué. Le fait de travailler ensemble et de travailler en pluridisciplinarité est désormais un besoin pour les usagers eux-mêmes. Ça l'a peut-être d'ailleurs toujours été. Mais c'est aussi en train de devenir une demande explicite, en particulier des nouvelles générations qui n'envisagent absolument pas un travail solitaire. Je crois que des disciplines comme l'oncologie, par exemple, qui sur ce plan-là a fait des progrès substantiels ces dernières années, nous montrent la voie en termes de processus pluridisciplinaires, de RCP, de capacité à réfléchir ensemble aux cas les plus délicats, en matière d'amélioration du dispositif d'annonce, en matière d'aval, d'amélioration de tout ce qui est soins de support, par exemple, et notamment redécouverte des vertus de l'activité physique. Cette discipline nous montre la voie. Quel changement quand même en quelques années. Cette conjoncture me paraît particulièrement favorable, d'autant que nous avons eu, grâce aux lois récentes,
nous avons eu à disposition des outils qui sont quand même extraordinaires. Tous les outils conçus par le législateur, les législateurs successifs, n'ont pas fait florès, mais nous en avons quelques-uns à l'heure actuelle qui sont d'une efficacité radicale. Je voudrais parler en particulier des maisons de santé publique. Superbe outil, à la fois pour lutter contre la désertification médicale et pour mettre en place des pratiques de prise en charge beaucoup plus globales, beaucoup plus holistiques. Des MSP, nous en avons besoin partout, notamment pour cette deuxième raison. Le patient lui-même a besoin de prise en charge le plus globale, le plus holistique possible. Mais en même temps, c'est aussi un très bel outil pour apporter sa contribution aux inégalités d'accès à la santé sur les territoires. Je ne citerai qu'un exemple dans le département de la Creuse. Ces 3 dernières années, pas un jeune médecin ne s'est installé en dehors des maisons de santé pluridisciplinaires. On peut donc imaginer, même si scientifiquement le lien de causalité devrait être démontré, mais on peut donc imaginer que s'il n'avait pas eu ces MSP, il est fort probable qu'il ne se serait pas installé du tout dans ce département. Tout ceci parce que s'impose à nous à la fois cette logique de parcours qui n'est pas la dernière idée à la mode, mais quand on a 15 ou 16 millions de malades chroniques qui sont par définition des malades du parcours, nous avons besoin que les professionnels se comportent en maillon d'une chaîne plus globale. C'est logique de parcours, c'est logique de coordination. MSP d'un côté, centre de santé de l'autre. Dans le premier cas, le respect absolu du monde libéral. Dans le deuxième cas, des médecins salariés. Et bien dans ces 2 cas, nous voyons qu'il y a une réponse beaucoup plus probante à ce que sont les logiques de parcours et les logiques de prise en charge coordonnée. Les RS Nouvelle-Aquitaine, comme d'autres, nous lançons chaque année un appel à projet pour des créations de centres de santé, notamment dans les zones les plus en difficulté, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient dans les quartiers politiques de la ville. Et bien à chaque fois, nous avons plus de demandes que celles que nous pouvons honorer. Et je dois dire qu'il n'y a pas de vraie difficulté pour les promoteurs eux-mêmes, qu'ils soient à l'hôpital, des collectivités locales, qu'ils soient des mutuelles, à trouver des médecins salariés, même dans ces territoires en grande difficulté. Un autre outil que je voudrais évoquer, c'est PTA. C'est PTA, futur DAC, plateforme qui permettent la coordination. On est enfin sorti d'une forme d'hypocrisie collective à laquelle j'ai moi-même participé, consistant à accepter que le médecin qui le souhaite soit le premier coordonnateur légitime des cas les plus complexes de sa patientèle, tout en sachant que personne ne lui donnait les moyens d'assurer cette coordination. Ces plateformes territoriales d'appui, avec des binômes travailleurs sociaux infirmiers, sont en train de montrer qu'enfin, et heureusement, le médecin peut disposer d'alliés pour assurer cette coordination. Je terminerai en évoquant 2 nouveaux métiers, ce métier de coordonnateur qui est en train de se développer, cette capacité à prendre une forme de leadership pas au sens hiérarchique du terme, sur l'ensemble des professionnels au bénéfice du patient, et ces pharmacies. Les pharmaciens sont en train d'inventer un métier complètement nouveau. Le pharmacien qui fait des vaccins, le pharmacien qui fait de la conciliation médicamenteuse, le pharmacien qui fait de la prévention. Métier important, notamment dans les zones rurales où parfois d'autres types de métiers ont reflué. Il me reste 2 minutes pour le 3e et dernier point. Quelques appels de mes voeux pour des besoins nouveaux qui apparaissent. Nous avons, je crois, de plus en plus besoin de professionnels de santé, quels qu'ils soient, qui se sont investis d'une responsabilité populationnelle, d'une responsabilité globale sur un territoire. Pour les médecins libéraux, la permanence des soins,
qui est à l'évidence une responsabilité importante, cette capacité à être de permanence, si ce n'est jour et nuit. En tout cas, assez régulièrement, dans les centres hospitaliers des équipes territoriales de territoire. Je n'aurais plus d'urgence à l'hôpital de Guéret s'il n'y avait pas une équipe territoriale avec le CHU de Limoges et d'autres établissements. Et puis demain, ce très bel outil qui est en train de se développer, la télémédecine, bien sûr, et les consultations avancées, cette fois par une présence physique de spécialistes. Nous en avons 650 quand même dans la Nouvelle-Aquitaine, 650 consultations avancées dans des disciplines sinistrées qui viennent à la fois du monde libéral et du monde hospitalier et qui acceptent de se déplacer sur des territoires en déshérence pour faire toutes les semaines ou tous les 15 jours quelques consultations de spécialistes. Et enfin, je terminerai au titre de cette responsabilité populationnelle par un secteur où nous avons encore beaucoup besoin de progresser, celui qui ferait que chaque professionnel de santé, chaque métier apporterait sa part au développement de la prévention. Nous savons tous que nous avons un remarquable système de soins, certainement l'un des meilleurs du monde et peut-être le meilleur. Notre système de santé devrait s'améliorer, notamment sur la dynamique de prévention. J'aime bien cette formule, et j'en terminerai par là, des anglo-saxons, qui nous disent qu'en matière de santé publique, tout contact compte. Chaque fois qu'un professionnel de santé croise un patient, croise un usager, éventuellement pour une problématique de soins, c'est aussi le moment de lui parler de dépistage, de lui parler de prévention et d'avoir ce souci de porter cette bonne parole de santé publique. En vous remerciant. Merci, monsieur, pour cet exposé absolument passionnant. Et j'ai admiré comme vous saviez, dans cette synthèse, mêler Canguilhem était Buteau, et la Creuse, en nous intéressant de la même manière. Un point sur le numerus clausus. Je considère depuis très longtemps que la gestion, que j'ose dire stupide, du numerus clausus depuis des années par les autorités compétentes a suscité toutes les difficultés que vous avez évoquées. Comme universitaire, je m'inquiète un peu que le nouveau dispositif de la loi Buzyn, pardonnez-moi de le dire, prévoit que les universités fixeront leur capacité d'accueil après avis ou sur proposition, je ne sais plus, des ARS. Avis conforme, c'est pire que ça. Avis conforme des ARS, je m'en inquiète vivement pour les libertés universitaires. Je cède la parole à Madame Anne-Laure Routseau, médecin vasculaire aux hôpitaux Georges Pompidou et Robert Debré, et présidente de l'association, comment prononce-t-on, NANS ? NNS. Très bien, NNS. Merci. Je suis très honorée d'avoir été invitée à traiter du sujet de l'intelligence artificielle et de la médecine en ces lieux. Je vous présenterai, pour illustrer mes propos, des expériences du terrain. Lorsque j'ai commencé médecine, je constatais qu'il est complexe de poser un bon diagnostic. Et maintenant, après plus de 15 ans d'études, j'en ai bien la confirmation, poser le bon diagnostic, c'est complexe. L'OMS recense régulièrement l'ensemble des diagnostics que nous, médecins, sommes susceptibles de poser. Aux dernières nouvelles, nous en sommes à 55 000 maladies, syndromes et types de blessures différents, un chiffre qui a quadruplé en 50 ans. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'amélioration du diagnostic est une priorité pour notre époque. Et l'Académie de médecine américaine a rendu son rapport en 2016 sur l'amélioration du diagnostic en médecine. Et ce dossier de 400 pages s'achève sur cette constatation. Le plus probable est que chacun de nous, ici, dans cette salle, subira une erreur diagnostique dans sa vie. Je pense que cette conclusion est malheureusement plausible en France. Il est tout à fait possible, à 3 heures du matin, au cours de notre deuxième garde de la semaine, que nous, médecins, ayons un doute, un oubli sur un élément en rapport avec le diagnostic numéro 32 754.
J'ai donc cherché à avoir des preuves pour fonder mon raisonnement. N'importe quel médecin a envie de voir ce qui se trame sous la peau du patient. Ce super pouvoir s'appelle tout simplement l'imagerie médicale. Et si je peux avoir les diapos. D'accord. C'est pas grave, on va imaginer ensemble. L'échographie est le premier poste de dépense en France pour le seul secteur libéral d'après la Cour des comptes. Le matériel que j'aurais voulu vous montrer passe d'une grosse machine intransportable à une petite sonde qui est parfois connectée à un smartphone, qui peut tenir dans la poche d'une blouse et qui s'emmène partout au chevet du patient. Certains parlent du stéthoscope de demain. C'est un moyen d'imagerie qui sert à plus de 20 spécialités médicales et chirurgicales différentes, qui sort donc de la radiologie. Par exemple, un urgentiste peut s'en servir pour voir si un organe s'est mis à saigner dans le ventre. J'avais des exemples aussi, mais peut-être que ça va passer, on verra. En tout cas, c'est tellement motivant de pouvoir obtenir ces informations qui permettent aux urgences savoir qu'un patient est urgent et doit passer devant tout le monde, en hémato, apprécier une taille de rate et bien faire son examen clinique, en réanimation, voir si le patient souffre d'une insuffisance cardiaque, que je me suis spécialisée dans ce domaine de l'échographie en rajoutant 2 ans de formation, des années de pratique pour interpréter ces images. Mais malgré tout, poser un diagnostic en imagerie, c'est beaucoup plus que ces fameuses 50 nuances de gris à interpréter. Il y a 30% d'erreurs chez les experts. Et justement, lorsque, pendant ma formation en 2015, je suis dans ces stages d'imagerie, apparaît pour la première fois, lors d'un challenge en vision par ordinateur, des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de dépasser les performances humaines pour reconnaître des objets, tables, chaises, etc. Alors, c'est pas très centré, mais est-ce que je peux revenir en arrière? Parce que c'est pas la première diapo. Eh bien, on va continuer, c'est pas grave. Voilà, on est dans le problème diagnostique et de l'imagerie. Hein. On a besoin d'une petite assistance de l'informatique. En 2015-2016, des gens qui investissent des milliards sur l'intelligence artificielle, à savoir Google, Facebook, mettent leurs outils à disposition du monde entier. Ces nouveaux outils pouvaient donc contribuer à améliorer le diagnostic en aidant à interpréter l'imagerie médicale. Et c'est ce dont je voudrais vous parler. Mais à cette époque, en France, il n'y a pas encore de rassemblement des données dans des data centers. Il fallait donc tout faire à la main, informer patient par patient en imprimant des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de formulaires, rassembler des données, examen par examen, image par image. Bon, à ce moment-là, après avoir passé des heures et des heures devant des postes informatiques à cliquer, cliquer et recliquer, on questionne quand même sérieusement ses choix de vie. Tout ceci a-t-il vraiment du sens ? En 2017, sort un article très prometteur pour la santé, publié dans Nature. Il est question d'une intelligence artificielle qui pourrait aider à classer les tumeurs cutanées, les mélanomes, aussi bien qu'un spécialiste. Je profite d'un voyage aux USA pour rencontrer cet auteur, Brett Kuprell, à Stanford. En l'attendant, j'imagine qu'il serait forcément un éminent professeur entouré d'une équipe de mathématiciens et qu'il arriverait en voiture autonome. Cet auteur, qui révolutionnait des perspectives pour la santé, était un étudiant d'une vingtaine d'années qui me racontait autour d'un coca comment il se débrouillait avec les moyens du bord. Bref, ces outils d'intelligence artificielle sont disponibles. Les investissements nécessaires sont très différents de ce dont on parle pour développer un médicament. Ces recherches, il faut que la communauté médicale s'en empare. Il faut les faire, il n'y a rien de magique. Alors en France, c'est pour cette raison que j'ai créé l'ONG qui s'appelle Enhance, pour qu'ensemble, on améliore la santé. Je crois effectivement au travail interdisciplinaire, avec les paramédicaux bien sûr, mais aussi les ingénieurs, les designers, les mathématiciens. L'objectif était que nos résultats soient utilisés au profit du plus grand nombre. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu ? Malheureusement, les diapos ne passent pas. Bon. Comme nous changeons fréquemment d'hôpital pendant la formation médicale, j'ai pu convaincre de nombreuses personnes de m'accompagner dans ce projet. Et ensemble, nous avons annoté des images. Et c'est ce dont j'aurais voulu vous parler et vous l'illustrer en images. Qu'est-ce que ça veut dire
travailler sur de l'intelligence artificielle, rassembler des bases de données. Donc tout simplement, il faut avoir une collection de données aussi grande que possible pour illustrer tous les cas possibles, normaux comme pathologiques, qui pourraient survenir. Et les experts mettent leur spécialité en commun en annotant ces images, tout simplement en les classant, c'est-à-dire que sur chaque image, l'expert va dire où sont les organes, où sont les lésions, afin de constituer des bases de données intéressantes. Ensuite, nous montrons ces images avec l'expertise scientifique associée à ce système d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont des formules mathématiques, afin que ces formules soient entraînées, tout simplement que les poids associés aux différentes étapes de ces algorithmes permettent d'aider au bon diagnostic. Je vous montrerai peut-être les résultats à la fin. Mais l'objectif était de développer des outils mobiles, des outils faciles à utiliser. Ouais, alors on y va. Ah non, pas tout à fait. Alors, l'intérêt de l'imagerie, on passe à des petites machines connectées, parfois à un smartphone, qui permettent partout d'améliorer son diagnostic au chevet du patient pour plus de 20 spécialités médicales. En haut, le foie, en bas, le rein, entre les deux, du sang. Et ça change totalement la prise en charge du patient qui ne va pas attendre 6 heures aux urgences. Il faut qu'il passe devant tout le monde, mais en regardant le patient, on ne peut pas avoir ce diagnostic-là. Il faut l'imagerie. Et donc, voilà ce que les experts font. Donc, voilà une image d'échographie. Donc là, un expert positionne le foie et ensuite les lésions, qui sont des métastases. Là, c'est l'intelligence artificielle qui fait le même travail. L'expert, l'intelligence artificielle, on est très proche. L'objectif, c'est de développer des outils mobiles, des outils faciles à utiliser pour les équipes de soins, des outils qui permettent d'aider un médecin qui essaye de faire un diagnostic urgent en pleine nuit, alors que le patient lui parle pour être rassuré, que l'infirmière lui demande un renseignement pour un autre malade et que l'interne a un doute pour le patient d'à côté. Cet outil, ce médecin, il va l'aider. Il va lui montrer sur son écran un carré autour d'une lésion et pour ce médecin, au milieu de sa nuit, il va savoir que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, orienter son examen clinique et ne pas perdre de temps. Nos résultats nous ont permis d'établir des partenariats de recherche avec l'entrepôt des données de santé, l'INRIA, le Health Data Hub, mais aussi avec des startups, Diplomatique et Nabla, dont l'expertise technique est excellente et rare. Les talents sont alignés en France, des ingénieurs extrêmement brillants, des équipes de soins talentueuses et partantes pour donner du temps malgré les difficultés d'exercice actuelles, et des données de grande qualité. Cependant, les moyens manquent, les difficultés d'accès aux soins, aux données sont grandes. Par exemple, je passe des nuits à repartir à zéro dans la soumission de protocoles de recherche parce qu'un nouveau partenaire souhaite m'aider et que le fait que quelqu'un vienne spontanément proposer son aide dans une recherche n'est pas prévu par le formulaire en ligne. Permettre d'améliorer le cycle d'innovation en France, c'est urgent, car pour une étude sur intelligence artificielle et santé ici, il y en a des dizaines en Asie, aux USA, au Canada, et il n'est pas question de devenir utilisateur de produits développés ailleurs, alors que nous pouvons les développer ici. En plus de l'aide pour les tâches de reconnaissance visuelle, l'intelligence artificielle peut permettre de bien faire certaines tâches chronophages qui sont aujourd'hui attribuées aux médecins. Nous passons un temps affolant à rentrer des données dans un système informatique, des données d'examen clinique, les constantes, l'interrogatoire, la biologie, l'imagerie, la génétique, et maintenant certains patients ont des bracelets connectés, le nombre de pas en continu, le CG en continu, etc. Le nombre de données de santé croît exponentiellement. Nous passons également un volume horaire incroyable à classer ces données, à les mettre en rapport pour finalement interpréter les données sélectionnées et organiser qui ont un vrai intérêt dans la réflexion médicale. La profession médicale, elle souffre, avec un taux de dépression et de burn-out extrêmement élevé. Aux USA, c'est près d'un médecin sur 2. Les patients aussi souffrent de ces consultations froides, mécaniques, où le médecin moderne a les yeux 3 fois plus rivés à son écran qu'à son patient dans les dernières études. Nous avons la chance, aujourd'hui, d'avoir des outils révolutionnaires à portée de main et une voie qui se dessine pour améliorer la santé. Si nous voulons que ce soit fait d'une manière éthique et permettant au maximum de patients d'en bénéficier selon les grands principes du système de soins français,
Il est de notre responsabilité de faire avancer ces recherches. L'assistance des outils d'intelligence artificielle peut libérer les médecins de certaines tâches chronophages et de certaines tâches qui déshumanisent la médecine aujourd'hui. Par conséquent, cela permet de revaloriser des aspects fondateurs de la médecine, l'empathie, la relation patient-médecin, la vision globale du malade. L'intelligence artificielle, il faut l'utiliser pour rendre à la médecine un visage plus humain. Madame, nous étions si fascinés par votre exposé que nous l'aurions encore écouté pendant des heures et que nous n'avons pas immédiatement compris qu'il était terminé. Je vous en remercie infiniment, et d'autant plus que vous avez eu bien du mérite à jongler avec quelques aléas informatiques dont je ne sais s'il faut s'inquiéter ou finalement se rassurer. En tout cas, vous avez montré que même sans le concours de l'imagerie, vous pouviez parfaitement faire votre exposé. Vous avez évoqué les données, ça me rappelle un souvenir personnel d'un colloque organisé par le Collège de France sur l'imagerie médicale du cerveau l'année dernière, auquel je participais avec un avocat au conseil comme pour donner une tonalité juridique. J'avais constaté avec surprise, pour autant que j'ai compris les choses, c'est-à-dire très peu, mais j'ai constaté avec surprise que c'est RGPD ou RGDP, Règlement Général de Protection des Données, avait l'air déjà complètement dépassé quand il s'agissait de l'appliquer au big data, à l'intelligence artificielle. Moi, j'étais à cet exposé puisque je présentais aussi les résultats de vous étiez, nos intelligences pardonnez-moi de ne pas me... Et effectivement, la législation avance en même temps que la recherche, mais je pense que offrir un peu de souplesse permet aux recherches d'arriver. Ouais. Assurément. Alors, il nous reste, grâce à la sagesse et la maîtrise du temps de nos orateurs, 12 minutes de débat avec la salle. À vous. À vous. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes? Puis là, voilà. Philippe Leduc. Vous avez parlé je suis médecin et journaliste. Vous avez parlé du poids des médecins dans le système de santé d'une façon historique. Ça n'existe pas seulement en France, je crois. Et à la table ronde, là, à la tribune, si on retire le président, il y a 2 tiers de médecins. Donc il y a une sorte peut-être de syndrome de Stockholm. Mais plus sérieusement, quel rôle vous voyez au médecin à l'avenir? Est-ce que c'est lui qui doit organiser? Est-ce que c'est lui qui doit déléguer? Comment vous voyez le rôle idéal du médecin par rapport à toutes les autres professions de santé? La réponse appartient aux 3 orateurs, donc je vais les prier de donner leur avis, mais alors en 2 minutes, cette fois-ci, à chaque fois. Juste par rapport aux 2 tiers de médecins, je suis effectivement un médecin, mais plutôt défroqué, si vous permettez, depuis quelques années. Alors, si vous posez la question, il y a des syndicalistes dans la salle, leur position, elle est très simple. C'est-à-dire que c'est sous la responsabilité d'un médecin qu'il doit y avoir la coopération et la coordination des soins. Et même les textes, en l'occurrence au moins réglementaires, donnent aux médecins ce rôle de responsable de coordination. On le retrouve pour les auxiliaires médicaux en pratiques avancées notamment. Je trouve que dans Ma Santé 2022, le rôle de l'assistant médical pour le médecin qui piloterait les soins et cet assistant médical qui serait en support pour coordonner avec lui l'ensemble des professions paramédicales est très intéressant. Et ce nouveau métier, bien que ce soit pour l'instant des personnes qui travaillent déjà dans la santé, secrétaire médicale ou infirmière aux côtés du médecin, permettrait d'organiser ceci avec le médecin effectivement qui pilote et cet assistant qui, pour les tâches chronophages, l'aide. Chose à ajouter pour ce qui me concerne, je dirais simplement que l'outil que nous avons sous les yeux et qui se développe vraiment à grande vitesse sur tous les territoires, que sont ces PTA, ces plateformes territoriales d'appui,
nous montre, me semble-t-il, la marche à suivre. Cette coordination faite par un binôme travailleur social, infirmière la plupart du temps, se fait bien évidemment sous l'autorité expresse du médecin. Et 80% des interpellations de cette PTA viennent des médecins, les 20% restants venant des usagers eux-mêmes ou de leurs aidants. Et je trouve que là que nous avons une vraie cohérence, à la fois cette responsabilité qui n'a pas changé et cette capacité à exercer cette responsabilité déléguée auprès de ces coordonnateurs. Il me semble que là, on a un petit modèle qui est intéressant. Je me permets d'ajouter que l'évolution n'a pas suivi du tout ce que j'imaginais il y a 30 ans. J'avais pensé que nous n'échapperions pas en France à la reconstitution d'une sorte de corps des officiers de santé, Charles Bovary, un peu dans la foulée à l'époque, ou même plutôt des médecins aux pieds nus de l'OMS. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Vous l'avez vu, c'est l'enrichissement des tâches d'autres professions qui se produit, et non pas la constitution à côté des médecins d'un corps intermédiaire de sous-médecins ou de sur-infirmiers, mais également généralistes. Et je pense que c'est une évolution, oui, cohérente finalement, cohérente dans la situation dans laquelle la gestion du numérique, j'y reviens, a plongé la France. Monsieur, vous souhaitez la parole ? Benoît Péricard. Ce qui est frappant dans les trois exposés, c'est quand même que l'usage, les contraintes, l'innovation ont toujours précédé le droit, la norme, la réglementation. Et qu'on a l'impression quand même que, alors c'est difficile de le dire ici dans cette enceinte, mais que le droit court, la norme court après l'usage et la réalité des choses. Alors, est-ce qu'on peut rêver, mais je m'adresse à Michel ou à Lionel ou à Madame, est-ce qu'on peut rêver vraiment, pour une fois, d'être en avance ? Et moi, j'ai un combat que je mène depuis quelques années sur l'unification du statut du médecin, quel que soit son lieu d'exercice. Est-ce que des contraintes allégées et surtout des organisations qui seraient plus faciles au regard de ce que, notamment, Michel, tu as dit, de ce qu'on constate sur le terrain. C'est-à-dire que quand il y a vraiment nécessité, qu'importe que le médecin vienne du libéral, d'une clinique, d'un hôpital, et est-ce qu'on ne peut pas vraiment avancer sur ce terrain au regard des nécessités d'aujourd'hui ? Je pense vraiment que le principe de la recherche, c'est que c'est innovant et que le juridique avance un petit peu en décalé derrière nous, et en interrogeant souvent des avocats pour les protocoles qu'on étudie actuellement, eh bien, effectivement, on arrive souvent dans des vides juridiques. Par exemple, aujourd'hui, la CNIL n'est pas capable de savoir si un procédé est vraiment anonymisé. Elle le demande, mais elle ne peut pas auditer ce procédé. C'est-à-dire que on va dire qu'une donnée de santé personnelle l'est. Néanmoins, si l'audit par le juridique n'est pas possible, il n'y a pas une certitude parce que la recherche n'est pas arrivée à une avancée suffisante pour garantir qu'il n'y ait pas une nouvelle façon d'utiliser des algorithmes qui permettent de réidentifier les personnes. Et je pense que c'est plus une chance, le fait que le juridique ne soit pas encore devant nous, mais nous suive, parce que c'est l'occasion d'écrire l'histoire ensemble. Je voudrais bondir d'indignation, à titre personnel, pour l'honneur du droit. Ce dialogue, je l'ai entendu toute ma carrière, non seulement en matière de santé, mais en matière de communication audiovisuelle, de télécommunication, dont je me suis occupé. Et quand vous dites le droit n'est pas en avance, vous voulez dire la loi, en réalité, ou les textes. Je dirais, heureusement, il y a une liberté fondamentale de la recherche, il y a une liberté tout court qui fait que on ne doit pas attendre que le législateur ait dit d'accord pour faire. Mais le droit est toujours là. Non, madame, il n'y a jamais de vide juridique en France. Jamais. Il ne peut pas y en avoir.
Parce que l'article 4 ou 5, je ne sais plus du Code civil, je devrais savoir, mais je l'oublie à tous les coups, vous allez m'aider, dispose que commet le crime de forfaiture, c'est le plus grave crime à l'époque que pouvait commettre un magistrat. Commet le crime de forfaiture, le juge qui s'abstient de statuer sous prétexte du silence, de l'insuffisance ou de l'obscurité de la loi. Vous avez toujours une réponse au moins juridictionnelle. Alors, donc, pas de vide juridique. Mais en revanche, vous pouvez avoir le grand inconfort que vous citez, de ne pas savoir avec certitude si ce que vous faites est légal ou pas tant que le juge ne l'a pas dit. Là, je vous rends raison. Mais ce que j'ai toujours trouvé absolument passionnant dans le droit de la santé, c'est ce que j'appelle le dialogue des doutes. Le juge doit comprendre le doute médical dans ce qu'il a de plus fondamental, mais le médecin, le patient, doit admettre le doute juridique dans ce qu'il a de plus fondamental et de plus libéral aussi. Et c'est ce dialogue des doutes la compréhension de ce dialogue des doutes qui, je crois, fait petit à petit avancer les choses. En même temps, j'entends bien, lorsque je vais voir un médecin, même un médecin utilisant l'imagerie médicale avec la virtuosité qui est la vôtre, j'attends de lui un diagnostic sûr et un pronostic aussi sûr que possible et le moins fatal possible. Et parfois, le médecin me dit « je ne sais pas ». Eh bien, et je trouve ça tout à fait insupportable. Donc je comprends que quand vous allez voir un juriste ou la CNIL et qu'on vous dit « je ne sais pas », ça vous soit aussi insupportable. Mais heureusement que tout n'est pas normé dans ce malheureux pays. Pardon, peut-être c'est... Mais... Je ne sais pas qui ils applaudissent. Vous avez la raison. Mais pour parler concrètement, par exemple, des lois de bioéthique qui Oui, sont en train d'être évidemment. éditées, et par exemple de ce problème de l'ophtalmo qui s'est installé et qui avait des milliers de patients qui voulaient venir, il y a un système d'intelligence artificielle qui est agréé aux États-Unis pour aider à faire des fonds d'œil. Et pourtant, il y a des patients qui bénéficient de ce système, mais les lois de bioéthique n'ont pas encore dit que ces algorithmes peuvent être utilisés sans l'aide du médecin, avec l'aide du médecin. Donc, concrètement, en France, alors que ces systèmes commencent à être utilisés, on n'a pas encore exactement les clés pour savoir ce que nous pouvons en faire. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de loi bioéthique, mais bon, je vous répondrai plus tard, d'abord parce que je ne sais pas quoi vous répondre sur le champ, et que nous avons noté votre préoccupation. Et après... Juste deux mots pour te répondre, Benoît. J'ai vraiment le sentiment qu'à réglementation constante, il y a à l'heure actuelle un appétit d'innover sur le terrain que nous n'avions pas connu depuis longtemps. Mais vraiment depuis longtemps, des gens de bonne volonté qui se retroussent les manches, qui disent « bon, la loi est ce qu'elle est ». Mais voilà ce que j'ai envie de faire. Je prendrai deux exemples, quitte à paraître un peu comme un ingénu, que je ne suis pas tout à fait, mais je trouve ça assez enthousiasmant. Deux exemples. Au cœur de la forêt landaise, nous avons une maison de santé pluriprofessionnelle absolument extraordinaire. Et bien, cette MSP est en train de devenir un partenaire essentiel du CHU de Bordeaux, professeur Chaverbeck, spécialiste de rhumatologie. L'ensemble des patients de cette MSP sert de cohorte pour prévenir les signes avant-coureurs qui peuvent finalement témoigner par avance de vrais problèmes de rhumatologie. Ce sont des choses quand même qui étaient inconcevables il y a des années. Un pharmacien du plateau de Millevaches, je ne sais pas si vous connaissez, quand même à 900 mètres, à la frontière de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, il y a de la neige pendant 4 ou 5 mois tout l'hiver. Un pharmacien flamboyant qui a inventé des choses toutes simples. Quand le médecin fait son ordonnance, il la faxe au pharmacien.
Le pharmacien m'a dit, moi j'en ai marre de recevoir une ordonnance d'un patient, de lui tourner le dos, d'aller dans l'arrière-boutique, de remplir le bac de médicaments et de lui dire au revoir monsieur, au revoir madame. Donc le pochon est prêt. Quand la personne arrive, il la met dans une petite pièce à côté, lui donne des conseils de santé sur l'utilisation de ces médicaments et des conseils de prévention. Des choses toutes simples comme ça. J'ai l'impression que l'environnement n'y a jamais été aussi favorable et aussi perméable. Puis je voudrais dire en conclusion que je suis très heureux d'avoir assisté à ce débat absolument délicieux. Je crois que vous vouliez ajouter, non? Je crois que la question que soulève Benoît Péricaire, est-ce qu'on peut concevoir que finalement la loi, parce qu'il faut parler de la loi, ait la capacité de créer réellement un nouveau métier? C'était ça, moi, ce que j'entendais dans la question. Ce que je montrais, c'est que tel n'a pas été le cas sur les 20 dernières années. Nous avions eu un échange avec le président Tabuteau sur l'exemple des conseillers en génétique qui se pose réellement parce que la génétique médicale a été une discipline récente dans laquelle effectivement les conseillers génétiques ont été créés en tant que profession relativement tôt, mais je ne peux pas imaginer qu'alors que la génétique médicale est de création récente, les praticiens qui exerçaient la génétique médicale n'avaient pas des collaborateurs non médecins qui réalisaient ce qu'allait devenir le lendemain des conseillers en génétique. En revanche, la question s'est posée, ne serait-ce que pour deux professions. Est-ce que la France allait créer une profession d'audiologiste et une profession je suis perdu dans le trou, j'ai un trou, orthométriste. Non, pardon, optométriste. Voilà. La question s'est posée. Elle a été très vite évacuée, car les professions de santé en France ne sont pas favorables à la création d'un nouveau métier, qui pour les uns sont vécus comme un métier qui prendrait la fonction des médecins, des compétences, et pour d'autres serait une sorte de chef entre eux et le médecin. Donc il y a un choix politique très difficile dans notre pays pour la création réellement de nouveaux métiers. Et donc la solution que dans d'autres lieux on qualifierait de bottom-up est celle qui a été retenue au moins depuis plus de 30 ans. Merci infiniment. L'heure est venue, je suis désolé madame, et l'heure est venue de conclure l'instance d'appel vous autorise à prendre la parole. Merci. Non, ne trouvez-vous pas qu'il est quand même un petit peu paradoxal, finalement, dans ce débat, que le terme auxiliaire médical soit toujours conservé en termes de terminologie, à l'heure où on parle donc de profession de santé? Alors, je représente la profession infirmière, alors évidemment c'est... Vous pouvez parler un peu moins près pardon, du excusez-moi. micro. Donc je recommence, vous n'avez peut-être pas très bien entendu. Donc je représente la profession infirmière pour le site infirmier.com. Ne trouvez-vous pas un petit peu paradoxal dans ce débat finalement que le terme auxiliaire médical qui définit ces professions de santé, qui sont quand même des professions de santé au plus près des médecins, ce terme soit conservé? Est-ce qu'il n'est pas toujours un petit peu enfermant dans un système de santé médico-centré? Vous l'avez vous-même dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer ce terme d'auxiliaire médical qui enferme toujours une certaine hiérarchie à l'heure où on parle d'évolution, de coopération entre les différents professionnels et notamment de délégation de tâches, voire de tâches de nouvelles compétences? Et vous pourriez ajouter qu'il s'agit, cette profession qui est la vôtre, est une profession ordinale. Absolument. Moi, si vous voulez, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là qui doivent se résoudre au niveau national. Je dirais simplement, là pour le coup, en simple citoyen, que c'est toujours étonnant que l'on qualifie une profession parce qu'elle n'est pas. Notamment, j'entends à l'hôpital parler du personnel non médical. C'est vrai, c'est toujours étonnant quand même de dire à quelqu'un, voilà ce que vous n'êtes pas, en le situant par rapport à d'autres types de professions. Voilà, c'est le simple citoyen et tout ça nécessitera des évolutions qui me paraissent souhaitables, mais qui sont plutôt du national. Si vous permettez très brièvement, la question c'est quel intitulé souhaiteriez-vous? Certainement pas celui de paramédicaux, j'imagine. Alors, que reste-t-il? Ça peut être des professions médicales à compétences limitées. Mais là, on ouvre un autre débat. Non, oui, ça peut être infirmier comme il y a sage-femme. Ouais. Et sortir, je crois que le souhait de la profession infirmière est de sortir du cadre auxiliaire médical pour devenir, à côté des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, une profession qui ne soit plus étiquetée comme auxiliaire. Ça peut être médical à compétences limitées. Alors, médical à compétences limitées, je ne suis pas sûr que ce soit tellement stimulant.
Sachant que les infirmiers, quand même, ont un rôle propre, donc un rôle qui leur appartient, donc à partir duquel ils peuvent œuvrer de façon assez très, très importante dans le système de santé. Mais nous retrouvons là ce que M. Collet disait tout à l'heure, qui est que quand on ouvre la partie du Code de la santé sur les professions de santé, les chapitres auxiliaires médicales, c'est devenu quasiment incohérent aujourd'hui. Et la notion même, je pense à un article récent dans la revue, la RDSS, la revue droit sanitaire et social, qui montrait que la notion d'auxiliaire médical, qui naguère avait une consistance et une cohérence véritable, s'est complètement éparpillée. Mais comme la notion de profession de santé elle-même, je le disais, précisément parce qu'il y a eu de nouvelles professions de santé et un exercice nouveau des professions, vous saluerez l'art avec laquelle je rappelle le titre de cette table ronde que je clôt en remerciant infiniment les organisateurs. Le temps est venu qu'un Didier chasse l'autre.